Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le séjour du président de la République à Dubaï pour commencer. Faure Gnassingbé et ses pairs de l'UEMOA sont allés y tenir un sommet de mobilisation des dirigeants des Émirats Arabes Unis autour des projets de développement des pays membres de l'organisation sous-régionale. Sous le journal de Dubaï, le compte rendu de la première journée de notre envoyé spécial, Arnold Kiléo. L'État sur 8, dont Faure et Sozuma Gnassingbé, ont fait le déplacement de Dubaï pour une opération de séduction destinée à mobiliser des fonds en faveur des projets de développement dans l'espace UEMOA. Une initiative qui répond aux recommandations et aux exigences du programme économique régional lancé en 2012 à Abidjan. En peloton de tête figurent les infrastructures routières, 4500 km de lignes ferroviaires et les corridors inter-États, l'eau, l'énergie et surtout la sécurité alimentaire ont constitué l'essentiel des engagements signés. Pour le président de la commission tchèque Hadjigou Soumaré, cette conférence économique est un nouveau tournant pour relever les importants défis de développement. Souhait réitéré par le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Dr Yahi Boni du Bénin, pour qui l'espace est et demeure une destination d'avenir. L'amélioration du climat des affaires, la stabilité politique, la richesse du sous-sol et surtout les assurances juridiques, judiciaires et foncières sont les garanties irréfutables. Au-delà de l'aspect collégial de cette conférence, les rencontres B2B ont constitué la seconde phase de cette opération de séduction. Chaque pays a pu nouer des relations qui seront à coup sûr porteuses dans l'avenir. Le Togo, sur la voie de son émergence à l'horizon 2030, n'a pas manqué l'occasion. Le chef de l'État, Faure Sozuma Gnassingbé, a eu plusieurs rencontres ici à Dubaï. En attendant, précisons que le Togo s'en est sorti ici avec la signature d'un engagement de financement de la double voie Lomé 50C, estimée à plus de 1000 milliards de francs CFA. À Lomé, le chef du gouvernement a reçu ce matin la visite de l'ambassadeur du Royaume-Uni au Togo. M. Alisson Darkoa est allé annoncer au Premier ministre la volonté de son pays de renforcer sa présence au Togo à travers des investissements dans plusieurs domaines. Nous l'écoutons au micro de Charlotte Onsimé. Nous nous réjouissons de l'ouverture d'une ambassade togolaise à Londres prochainement. Et nous avons discuté la coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Et aussi le match très important entre le Togo et le Ghana dans l'après-midi. Nous coopérons dans plusieurs domaines. Ça inclut la coopération légale contre les narcotrafiquants, etc. Mais nous voulons augmenter les investissements britanniques au Togo aussi. Un match Togo-Ghana que les éperviers du Togo ont perdu par le score de 3-2 dont nous reparlerons à la fin de cette édition. La campagne d'identification des armes légères se poursuit au Togo. Lundi dernier, la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre et l'équipe chargée de l'opération d'immatriculation des armes sont arrivés à Kara. Dans ce cadre, Nestor Mouzo nous décrit les tâches qu'ils vont y accomplir dans le reportage que voici. Commencée dans les savanes, l'opération d'identification et d'immatriculation des armes individuelles est à l'étape de la région de la Kara. 6 préfectures ont été déjà touchées dans cette région. C'est par la COSA que l'opération prend fin dans la région. Les détenteurs d'armes se sont présentés devant les techniciens pour se conformer aux exigences. Le marquage, pour arriver au niveau des machines, il faut la déclaration. Après la déclaration, vous venez au niveau de la machine, nous mettons le logo. C'est le logo porte l'Afrique et la CEDEAO. Après le logo, vous passez sur l'autre machine, on vous imprime le numéro qui comporte TG, ça veut dire Togo, en plus le numéro de série. Nous sommes dans la région de la Kara. Donc le numéro se termine par la lettre K. L'opération est menée sous la conduite de la CNL-PAL, Commission nationale de lutte contre la prolifération, le trafic et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Nous avons essayé dans un premier temps de mener
des tournées de sensibilisation. Et nous avons également essayé de faire diffuser les communiqués par les radios rurales, par la radio régionale aussi, Radio Kara, et aussi par les autorités locales qui sont les préfets et les chefs cantons. Aujourd'hui, je peux dire que lors des revenus et la compréhension est revenue et la population sort massivement pour présenter leurs armes en vue de leur marquage. Cette action d'immatriculation des armes personnelles doit être perçue comme une opération de bon sens. Ça a l'avantage de mettre à l'abri le propriétaire, parce qu'une arme qui n'a pas d'identité peut servir à de mauvaises choses, et qui sait contre même l'auteur ou le propriétaire. S'il se fait que cette arme disparaisse, ou du moins est perdue, ou se retrouve dans une autre localité ou dans un autre pays, au moins on a la chance de retrouver ces traces. Depuis avant-hier, je suis venu enregistrer mon arme. On m'a dit de ramener mon arme, revenir aujourd'hui avec ça. Donc il n'y a pas d'inquiétude, on ne retire pas les armes. Après l'immatriculation, chaque détenteur est tenu d'adresser une requête au ministère de la Sécurité pour se faire délivrer un permis de port d'armes. Il y a exactement un an, démarrait au Togo un projet financé par le Fonds mondial pour l'assainissement, pour lequel notre pays a reçu une enveloppe de 3 milliards de francs CFA par le biais de l'UNICEF. Le projet vise à accroître l'utilisation des latrines par les populations des régions des savanes, de la Kara et de 5 districts de la région des plateaux, et ainsi mettre fin à la tendance qu'ont les gens là-bas à faire leurs besoins dans la nature, pour permettre aux services techniques du ministère de la Santé de procéder au suivi de l'exécution de ce projet dans les meilleures conditions. Un lot de matériel roulant et bureautique leur a été remis cet après-midi lors d'une cérémonie dont le compte-rendu nous est fait ici par Nathalie Paneghe. Les services techniques du ministère de la Santé bénéficient d'équipements pour le suivi du projet Fonds mondial pour l'assainissement au Togo, du matériel roulant et bureautique ainsi que des appareils photonumériques d'un coût global de 24 411 000 francs CFA destinés à renforcer la mise en œuvre de ce projet qui vise à accroître l'utilisation des latrines par les populations rurales des régions des savanes et de la Kara. 5 districts de la région des plateaux, Wawa, Akebu, Amou, Dani et Moyen Monon, où les indicateurs en matière d'hygiène et d'assainissement restent faibles, sont aussi concernés. L'appui est important et il va consister à impliquer les populations, les familles et les populations rurales dans la mise en œuvre de ce projet. Le projet a été signé en septembre 2013 et a fait bénéficier au Togo environ 3 milliards de francs CFA à travers l'UNICEF. Il vise surtout à amener 1 206 000 personnes de 2200 communautés rurales à mettre fin à la défécation à l'air libre et à adopter des comportements favorables à la santé. Ceci demande un appui des autorités locales, à commencer par le chef de village lui-même, le chef de canton, mais aussi les autorités régionales et surtout aussi les techniciens. D'où l'intérêt d'avoir cet équipement qui va permettre ce suivi régulier dans les différents villages. Selon l'enquête Mix 4 réalisée en 2010, seulement 11,8% de la population rurale au Togo utilise des latrines. Il ne sera pas question de leur construire des latrines, mais de les amener à comprendre la nécessité de vivre dans un environnement sain et à disposer de latrines au sein de la cellule familiale. Un reportage présenté par Clarisse Atticle. Ceci nous amène à aborder le volet santé de cette édition. L'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola et les ravages qu'elle occasionne dans la région a failli nous faire oublier que la communauté internationale
mènent depuis des décennies une guerre sans merci contre deux fléaux qui sèment eux aussi mort et désolation sur la planète. Il s'agit du sida et de la tuberculose. Deux réunions sont respectivement consacrées à ces deux maladies cette semaine au Togo. La première qui s'est déroulée à Kpalimé rassemble une centaine, la première se déroule à Kpalimé, et elle rassemble une centaine d'acteurs de lutte contre le VIH-Sida invités à valider un plan opérationnel d'éradication de la pandémie. L'objectif est d'arriver à définir dans un esprit consensuel les grands axes stratégiques répondant aux normes de troisième génération pour la réalisation de l'accès universel aux soins. Reportage Apollinaire Kadanga, Silver Aboudou. Cet atelier de validation du plan opérationnel de lutte contre le VIH-Sida sur la période 2014-2015 est une suite logique du forum des partenaires du Conseil national de lutte contre le sida et des IST tenu en juin dernier. Ce forum a fait des recommandations dont celles relatives à l'élaboration d'un plan de mise en œuvre des stratégies de riposte à la maladie. Quelques rayures sur la bande magnétique qui a enregistré ces images, nous en reparlerons certainement dans le courant de cette édition ou alors dans nos éditions de demain. Autre fléau, autre plan stratégique de lutte, ici il s'agit de la tuberculose dont le document soumis à validation définit le programme à mettre en œuvre en vue de réduire la mortalité liée à cette maladie d'ici 2035 et trouver des solutions pour pallier sa co-infection avec le VIH. Précision, Kwasi Isidore Koubatine. Maladie infectieuse, la tuberculose demeure une pathologie dangereuse et mortelle. Elle tue selon l'OMS environ 3 millions de personnes chaque année dans le monde. Face à la menace, un programme de lutte a été lancé au Togo en 1992. Il a permis de réduire le taux de mortalité de 13 à 5% sur la décennie 2003-2013. Aujourd'hui, il est question de définir un nouveau plan de lutte sur la période 2015-2019 et qui devra s'étendre jusqu'à l'horizon 2035. Ce nouveau plan stratégique se veut vraiment très ambitieux. Dans le sens où on veut réduire d'au moins 50% la mortalité liée à la tuberculose d'ici 2035. C'est un objectif assez ambitieux quand on sait aujourd'hui que la mortalité liée à la tuberculose est un peu boostée par la survenue de l'épidémie au VIH, de l'infection au VIH. Donc la problématique de la co-infection TB-VIH devient une urgence et un problème très sérieux. Et dans ce nouveau plan, la lutte contre la co-infection TB-VIH a été vraiment prise en compte et cette lutte sera renforcée. Avec ce nouveau plan stratégique de lutte contre la tuberculose, l'on pourra espérer connaître un recul encore plus considérable de la contamination au bacille de coque au Togo pour le grand bien des populations. Rendons-nous à présent à Kara, ville du nord du Togo. Nous y étions tout à l'heure, une ville en pleine mutation avec la modernisation des infrastructures routières, l'aménagement des marchés, des places publiques et autres. Dans le sujet qui va suivre, Nestor Mouzou, notre correspondant dans la région, jette un coup de projecteur sur toutes ces actions, œuvres de la municipalité. Dans le processus de décentralisation au Togo, les mairies ont une lourde responsabilité. Il leur revient d'assurer l'aménagement et l'urbanisation des communes. À l'instar de toutes les mairies du pays, celle de Kara vote chaque année un budget pour faire face à cette mission. Le budget de l'année en cours s'équilibre en recettes et en dépenses à 278 257 439 francs CFA. 8 mois après, on peut se demander ce que ce budget a permis de faire. Au vu des recettes recouvrées et relatives aux autorisations qui sont faites par le conseil municipal, le maire va exécuter l'entrée de ces recettes. Et il va s'occuper de la réalisation des dépenses, qui sont des dépenses courantes, des dépenses de fonctionnement, qui sont les dépenses relatives au paiement des salaires des personnels, les dépenses relatives à l'achat du fonctionnement des carburants pour les véhicules de la mairie, les dépenses relatives à la participation de la mairie dans le cadre des services déconcentrés et à les dépenses des sessions des conseillers. Également, ce budget sert à la réalisation des investissements surtout.
qui, l'État le dit, doit être 20% prélevé sur les ressources de fonctionnement, c'est-à-dire que les ressources propres de la mairie. Entre 2003 et 2013, la mairie de Kara a réalisé plusieurs projets. 3 dépotoirs intermédiaires ont été ouverts dans les quartiers Chaminade, Dongoyo et Kara Sud. Le cimetière municipal a été clôturé. Des ponts ont été construits. Les rues ont été aménagées ou rechargées dans les différents quartiers. Dans l'exécution de sa tâche, la mairie de Kara est accompagnée depuis 2007 par le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. Le SIAP a permis la mise en place d'un projet pilote d'assainissement des eaux usées. Le SIAP a, dans un premier temps, accordé un crédit d'exécution de 49 millions par an à la mairie, qui a commencé ce projet pilote dans le quartier Ewaou. Le projet pilote qui a permis de poser des réseaux secondaires, c'est des canalisations qui vont permettre de prendre des eaux usées des douches, des eaux usées des WC, des eaux de toilettes, ainsi de suite, de drainer vers un collecteur principal et qui va aller à une station de traitement dans ce quartier Ewaou. La mairie s'occupe maintenant de faire d'assurer le choix des entreprises qui vont exécuter les travaux. Le SIAP est d'accord et le SIAP vire l'argent dans un compte spécifique. Par rapport à la facture de l'entreprise, l'entreprise reçoit l'argent sans que la mairie n'ait vu la couleur de l'argent. La population de la ville de Kara est dans son ensemble consciente des efforts fournis par la mairie. La mairie se débrouille dans toutes ses activités quand même. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que bon, il n'y a plus d'ordures partout comme c'était. Je vois qu'au moins la ville est un peu propre maintenant. À mon avis, la mairie a fait son travail par rapport aux aménagements de la canalisation des eaux par exemple le quartier Wow, la canalisation des eaux souillées et l'électrification de quelques rues. Je peux me réjouir en disant que la mairie fait son travail. La mairie de Kara est ouverte aux critiques. Elle souhaite que la population participe à ces sessions de comptes administratifs lors desquelles les débats portent sur la gestion pour lui faire des remarques et propositions en vue de l'amélioration de ses actions. Plus au nord, c'est Désiré Aloye qui va nous amener cette fois-ci à la découverte d'un musée, le musée régional des savanes qui expose le patrimoine historique et les traces des peuples qui se sont installés dans la région depuis la nuit des temps. Désiré Aloye. Le Togo, pour développer son potentiel économique, s'active sur plusieurs plans porteurs de croissance. La politique culturelle s'inscrit dans une vision de valorisation des faits traditionnels, les sites touristiques, les musées et autres. Un secteur qui attire de plus en plus les touristes. Le musée régional des savanes est une richesse culturelle, un autre monde qui fait vivre le quotidien de l'ancienne époque des peuples Moba, Gourma Tchokosi, Anoufo et autres. Au musée régional des savanes, nous avons un peu de tous les objets, des objets de poterie, nous avons des peintures, et des posters de chefs, nous avons des sculptures, nous avons des outils de la forge, ainsi de suite. Nous avons par exemple le boubou du chef Barnabo, qui était un boubou de protection, donc qui lui permettait, quand il le portait, de pouvoir donc éteindre l'incendie. Nous sommes à mi-août et pour le compte de ce mois, 13 touristes ont fait le déplacement de ce musée pour satisfaire leur curiosité, s'informer sur la vie des peuples de la région des savanes. En fait, c'était vraiment très bien. Il y avait plein de choses, c'était très complet et on a eu des explications très claires et enrichissantes. C'est une belle entrée en matière pour savoir ce qui est au niveau historique et les particularités. C'est vraiment chaleureux et accueillant comme pays. Je pense que ce soit dans toutes les régions qu'on a traversées, Togo, on était bien reçu et ça s'est bien passé. Malgré quelques difficultés relevées, l'on garde toujours l'espoir. Le département de la culture est à pied d'œuvre pour donner plus d'éclat à ce secteur, un moyen de croissance économique. Le musée est très bien fréquenté. Nous ne souhaitons pas cette occasion auprès des autorités qui ne cessent donc d'abattre d'énormes boulots pour pouvoir donc doter le musée des infrastructures modernes, de pouvoir donc appuyer le musée en de matériel
nous avons besoin donc de la formation. Donc si l'autorité pouvait, Madame la ministre qui se bat chaque jour, je sais qu'elle pense à ce musée et elle pense à tous les musées du Togo pour quand même que le professionnel du musée soit quand même outillé, qu'on reçoive donc une formation, qu'on ait plus de moyens pour pouvoir essayer donc de restaurer les objets qui sont ici. Faites un tour alors au musée régional des Savanes à Dapaon pour se frotter avec la culture de la région et découvrir la richesse culturelle du milieu. Une simple curiosité qui vous plonge dans un rêve et détend votre esprit. L'heure du pèlerinage à la Mecque a sonné pour les fidèles de l'islam. Au Togo, ils seront encore plusieurs centaines à effectuer ce voyage sacré cette année. La première vague doit être d'ailleurs sur le point de prendre les airs à l'heure où nous parlons. Ce matin, une prière a été dite pour implorer la grâce d'Allah sur eux afin que le séjour leur soit excellent. Le président de l'Union musulmane du Togo, M. Hinoussa Bourahima, s'est exprimé au micro de Carmen Madié Akako à l'issue de la prière. Nous nous apprêtons à convoyer les pèlerins en Arabie Saoudite pour le pèlerinage donc. Et la première action à mener dans ce genre de choses, c'est d'implorer le secours d'Allah le Tout-Puissant pour que nos pèlerins puissent voyager en bonne santé, atteindre les lieux, et on demande à Dieu de leur permettre de revenir également et retrouver leur famille en bonne santé. Nous faisons cette prière à travers le Coran, parce que toute prière, toute invocation qui passe par le Coran est une prière, est une invocation déjà exaucée. C'est une promesse d'Allah le Tout-Puissant. Pour faciliter le séjour en Terre Sainte aux pèlerins togolais, Togo Cellulaire leur a offert des kits de voyage, des articles que la compagnie de téléphonie mobile a remis aux responsables du comité d'organisation du pèlerinage hier dans ses locaux à Lomé. Medina Bacha Salami. Préparatifs du Hajj 2014 avec Togo Cellulaire. La Société nationale de téléphonie mobile Togocel vient de mettre à la disposition des pèlerins 1100 kits de voyage composés de guides pratiques, de sacs, badges, kits Libertis et autres. Bref, des articles qui mettront à l'aise les pèlerins pour l'accomplissement des rites du pèlerinage à la Mecque. Nous avons jugé donc nécessaire d'accompagner les pèlerins jusqu'à la Mecque en offrant ce kit-là composé de plusieurs articles pour leur faciliter ce voyage. Et aussi c'est une action que Togo Cellulaire mène aux côtés de la commission des Hajj qui a été mise en place. Nous, étant une société d'État, nous devons œuvrer aussi à côté de cette commission qui fait un bon travail depuis un certain nombre d'années. Les responsables de la commission du Hajj ont, au nom des bénéficiaires, remercié Togocel pour son accompagnement. Ils ont souligné l'importance de ces kits, surtout en matière d'identification des pèlerins togolais. Lorsque le pèlerin a le sac sur lui, avec le drapeau togolais, si le Béninois tombe sur lui, c'est que ça c'est un Togolais. Si le Nigérian le croise, il sait que c'est un Togolais. Et on peut facilement retrouver un pèlerin qui est sorti seul et qui n'est plus dans le groupe. Ces kits seront très prochainement distribués. Le reportage qui s'achève plus tôt que prévu, Medina Bacha Salami, que vous entendrez de nouveau dans notre édition de nuit. Sport, football, les éperviers du Togo ont poursuivi leur descente aux enfers aujourd'hui à Lomé. Un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et à moins d'une semaine, ils ont enregistré 2 défaites compromettant du coup leur chance de qualification. La deuxième défaite a été concédée cet après-midi face au Black Stars du Ghana qui les ont battus par 3-2. Ce sont des éperviers, comme on le voyait pourtant, qui ont ouvert la marque tout juste après l'ouverture du démarrage du match. Égalisation des Ghanéens qui ont doublé la mise, puis les éperviers qui reviennent au score avant de
cédé malheureusement vers la fin du match. Des images que vous voyez là sur vos petits écrans, malgré la mobilisation du public sportif togolais à Debaochéi et ses camarades n'ont donc pas tenu face à une équipe ghanéenne très déterminée. Vendredi dernier, c'est devant le Sili national de Guinée-Conakry qu'ils avaient courbé les chines en se laissant battre par 2-1. C'est communiqué avant de nous séparer. Le premier nous vient du ministère des Affaires étrangères de la coopération dans le cadre des préparatifs du sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Union africaine sur la sécurité maritime qu'organise le Togo en octobre 2015. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération recrute des Togolais nationaux et de la diaspora des deux sexes, spécialistes et experts dans tous les domaines affiliés à la sécurité maritime. Les dossiers des candidatures sont composés comme suit: une photocopie légalisée du certificat de naissance, une photocopie légalisée du certificat de nationalité, une photocopie légalisée d'un diplôme ou attestation maritime, un curriculum vitae. Le dépôt des dossiers de candidature se fait en ligne sur le site du ministère des Affaires étrangères et de la coopération au www.diplomatie.gouv.tg ou auprès de la direction des organisations internationales du dit ministère. La date de clôture est fixée au plus tard au 30 septembre 2014. Décision numéro 005/AC/14/P portant mise en garde du journal Le Triangle des enjeux. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, considérant que dans sa parution numéro 296 du mercredi 13 août 2014, l'hebdomadaire Le Triangle des enjeux a titré à la une, je cite, « Évacuation tonitruante d'un zélé militant du RPT Unir Kokutozun dans un état critique ». Considérant que le journal Le Triangle des enjeux a repris à son compte un article du site africaexpress.info dans lequel le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a été qualifié de zélé lâché par le régime qu'il sert, fin de citation, et soutient sans aucune vérification, je cite, qu'il doit son salut à l'intervention d'un homme d'affaires proche du pouvoir et originaire de la même préfecture que lui, fin de citation. Considérant que l'article incriminé est un tissu d'informations calomnieuses dénuées de tout fondement et publié sans aucun recoupement dans l'intention manifeste de nuire, considérant qu'à la suite de cette parution, la HAC a invité et écouté le 20 août 2013 à son siège le directeur de publication du journal Le Triangle des enjeux, M. Jérôme Soussou, qu'au cours de l'audition, il a été relevé le manque de professionnalisme dans le traitement de cet article publié sans vérification. Considérant que malgré les recommandations à lui faites par la HAC, le journal Le Triangle des enjeux a récidivé en revenant dans sa parution numéro 299 du 3 septembre 2014 sur le même sujet en attribuant cette fois-ci des propos mensongers aux membres de la HAC, à savoir, je cite, « Le président prend le temps de se reposer, il évite toutes les visites. Personne ne le voit, même pas les membres du bureau de la HAC, a laissé entendre l'un d'entre eux. » Fin de citation. Qu'il y a lieu de rappeler que la HAC a pour mission de veiller au respect des règles déontologiques et d'éthique en matière d'information et de communication, que l'attitude du directeur de publication du journal Le Triangle des enjeux est un défi à l'autorité et viole les dispositions de l'article 62 du Code de la presse et de la communication, qu'en conséquence et eu égard à tout ce qui précède, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, conformément à la loi, après en avoir délibéré en sa séance du mercredi 10 septembre 2014, décide, article 1er, la mise en garde du journal Le Triangle des enjeux pour publication de propos calomnieux, mensongers et déformation des faits. Article 2, la présente mise en garde notifiée au directeur de publication peut servir et valoir ce que de droit. Article 3, la présente mise en garde qui prend effet à compter de sa date de signature est rendue publique et publiée au journal officiel de la République togolaise, fait à Lomé le 10 septembre 2014 pour le président et par ordre, le vice-président Diagou Balogu Donko ont signé les membres de la HAC. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Isidore Koubatine à 22h30 pour notre édition de nuit. Voici le rappel des titres pour nous séparer.